Dear all, Bienvenue à la deuxième journée du Forum public 2024 de l'OMC, cher public. Même si nous avons déjà lancé avec succès les activités aujourd'hui, hier plutôt, aujourd'hui c'est un peu plus officiel puisque nous avons tout d'abord la conférence d'ouverture, puis nous aurons un débat in vivo à la tribune. Nous sommes ravis d'avoir avec nous Jason Furman qui nous rejoint pour cette conférence d'ouverture. Étant donné son expérience, je crois que ce serait vraiment le trait majeur de ce forum. On ne vous met pas la pression, professeur Furman. Nous aurons également Madame la directrice générale avec nous, ainsi que Madame Tian Wei. Madame la directrice générale, puis-je vous inviter au podium pour faire vos remarques liminaires. Thank you. Merci Bernie. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de voir une salle aussi comble si tôt dans la matinée. Avant de présenter Jason, j'aimerais simplement dire quelques mots à propos d'un événement culturel que nous avons. J'aimerais bien vous inviter à vous rendre dans le très bel atrium, dans le bâtiment principal, où nous avons une exposition magnifique de l'artiste du Qatar, Amala Hatem. C'est un artiste extrêmement talentueux. Si vous quittez le bâtiment sans avoir vu l'exposition de peinture, ce serait très, très dommage. Pouvez-vous vous lever, chère madame? Voici l'artiste, elle est là, elle a amené ses peintures avec elle. Saluez-la bien fort. Lorsque j'étais au Qatar et que j'ai eu le privilège de voir son travail, je me suis dit qu'il fallait pouvoir montrer son œuvre auprès du public ici même. Et j'implore également certains de nos ambassades de nos ambassadeurs et certaines de nos ambassades à dépenser un tout petit peu d'argent pour acheter l'une ou l'autre de ces œuvres. Ce serait magnifique dans vos bureaux, Excellence. Bien. Maintenant, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis ravie de vous voir ici, dans cette salle, et surtout, je suis ravie d'accueillir le professeur Jason Furman. Je l'ai déjà dit, vous m'avez certainement entendu. Je le répète, nous avons le très grand privilège d'avoir cette hôte très, très spéciale invitée, professeur de la chaire Etna de pratique de la politique économique à la Kennedy School de Harvard et qui enseigne au département de l'économie à l'université de Harvard. Le professeur Furman, comme le disait Bernie, est également chercheur invité au Peterson Institute, qui est en partenariat avec nous pour cette institution. Elle est également chercheur invité au groupe de 30. Il est également ancien président du Conseil des conseillers économiques qui a servi le président Barack Obama. Nous avons donc avec nous un invité talentueux et nous nous réjouissons de vous entendre, cher professeur Furman. Comme vous le savez, nous nous rencontrons à un moment difficile pour le commerce mondial, un moment empreint de risques et d'incertitudes, même si, comme le montre le thème du Forum public de cette année, les défis d'aujourd'hui sont aussi des occasions importantes d'employer le commerce pour améliorer les vies et les moyens de subsistance des populations. Les chocs des 5 dernières années, surtout la pandémie de la COVID-19, la guerre en Ukraine et maintenant les problèmes qui résultent des conflits et du changement climatique, nous laissent une kyrielle de problèmes pour le commerce mondial. D'un côté, ceci a exposé les vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement dans le monde, car perturbations et retards ont débouché sur des pénuries de produits et des pics au niveau des prix. Ainsi, l'inflation est revenue dans les économies avancées, alors qu'elle était absente depuis des décennies. Et le commerce, pendant longtemps, qui était une source de pression désinflationniste, a tout à coup été perçu comme faisant partie du problème. Dans beaucoup de pays en développement, des taux d'intérêt plus élevés dans les pays riches signifiaient
des difficultés au niveau du remboursement de la dette et une instabilité financière, mais on a aussi vu une remarquable résilience dans le commerce, accompagnée d'une résilience dans l'économie mondiale dans sa totalité. Cependant, il ne subsiste aucun doute que le commerce vit une époque tourmentée. Nous nous réjouissons d'entendre dire comment le commerce peut continuer à être la locomotive de l'économie mondiale, peut continuer à faire la différence dans les vies des uns et des autres, peut continuer d'être une source de solutions pour les défis contemporains. Voilà, je vais m'en tenir là parce que ce n'est pas moi qui enseigne. J'avais encore 4 pages de texte, mais je ne vais pas les lire parce que je souhaite écouter Jason. Donc, merci infiniment. À vous, Jason. Ah, Ah, là c'est mieux, dit le professeur. Madame la directrice générale Okonjo-Iweala, c'est un honneur que d'être ici. C'est ma première visite à l'OMC, voyez-vous. Donc c'est un ratio de 100 pour 1 par rapport aux visites au FMI, par exemple. Mais j'espère que ce ratio augmentera les prochaines années et que j'aurai plus de visites à l'OMC. J'ai toujours fait des travaux de recherche, des travaux de politique, de l'enseignement, pour toute une palette de domaines économiques, et le commerce en fait partie, mais ce n'est qu'une facette de cela. Dans cette salle, des gens ont oublié beaucoup d'acronymes dans le commerce. Moi-même, j'en ai beaucoup plus oublié. Je ne suis pas vraiment versée dans le commerce, mais ce qui m'a toujours motivée, c'est la grande question qui nous occupe. Que peut-on faire pour élever les niveaux de vie? Que peut-on faire pour réduire la pauvreté? Que peut-on faire pour remédier aux défis du changement climatique? Que peut-on faire pour allonger la durée de vie des gens? Et pour le commerce et pour la mondialisation, il est essentiel de comprendre la trajectoire de l'économie mondiale. Il est essentiel aussi d'essayer de modifier justement cette trajectoire pour l'améliorer dorénavant. J'ai commencé à étudier l'économie à l'université à la fin des années 80. Et à ce moment-là, si vous veniez de ce que l'on appelait à l'époque le tiers-monde, aujourd'hui économie en développement ou émergente ou bien sud global, vous étiez là à regarder un monde où la théorie économique disait partiellement qu'il devait y avoir convergence entre les pays, où les pays pauvres connaissaient une croissance plus rapide que les pays riches, mais la théorie ne fonctionnait pas dans la pratique. Les inégalités dans le monde augmentaient, les pays riches avaient une croissance plus rapide que les pays pauvres et l'écart se creusait. Et on pouvait être tenté, de par cette observation, à souscrire à des théories comme la dépendance dans l'Amérique latine, c'est-à-dire que les pays riches s'enrichissent aux dépens des pays pauvres. Le commerce était un jeu à somme nulle et que pour inverser ces inégalités dans le monde, il fallait quelque part se séparer, se distancer du restant du monde. Si vous étiez aux États-Unis, et c'est là que j'ai commencé à étudier l'économie, il y avait un ralentissement de l'activité économique depuis quelque temps, une réduction dans les niveaux de vie, une augmentation dans les inégalités. C'était vrai à l'époque aux États-Unis. Et puis quand on regardait les autres pays, à l'époque on se tournait vers le Japon, on les regardait en s'inquiétant de voir que le Japon s'enrichissait peut-être à nos dépens, en profitant de vous, puisqu'il y avait cette mondialisation. Mais ça, c'était il y a 35 ans. Aujourd'hui, après 25 ans d'hypermondialisation, nous avons les pays plus pauvres qui croissent plus rapidement que les pays riches. C'est constant depuis à peu près 30 ans. C'est même vrai si vous enlevez la Chine de l'équation et que vous regardez le reste des économies en développement ou émergentes. Et cette situation existe parce que la croissance a augmenté dans ces pays-là, pas parce que les taux de croissance par habitant est ralenti chez les pays riches. En fait,
en relation avec le moment où j'ai commencé à étudier l'économie, la croissance de la productivité a plutôt augmenté, surtout dans les économies dites frontières des États-Unis. Bon, c'est un jeu de statistiques économiques abstraits, vous les connaissez, mais moi, ça m'inspire. À chaque fois que j'y pense, je me dis, depuis 25 ans, 1 milliard de personnes ont été sorties de la pauvreté au même moment où la population dans le monde augmentait de 2 milliards de personnes. Donc, si vous regardez la part des personnes en pauvreté extrême dans le monde entier, elle a baissé de 70%. Alors, tout n'est pas question seulement de pauvreté, il s'agit aussi de la mortalité maternelle, l'alphabétisation, la durée de vie, l'espérance de vie, tout ce qui nous importe à nous, humains, tout s'est grandement amélioré depuis ces 25 ans. Et cette amélioration a notamment été le fruit de l'augmentation de la production par habitant, car des choses comme la pauvreté, l'espérance de vie, la mortalité maternelle dépendent beaucoup des revenus. Et c'est frappant, pour tout revenu donné, l'on observe moins de mortalité maternelle, moins de mortalité infantile, une espérance de vie allongée, plus qu'avant. Par conséquent, on est devenu aussi plus efficace dans l'introduction du PIB, dans les sujets qui ont une importance pour l'humanité. Comme on disait, la victoire a beaucoup de parents, quoique la défaite est orpheline. Et c'est vrai, ici, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait évoquer comme facteurs. On pourrait débattre de l'ampleur des causes de ce succès absolument énorme de ces 25 dernières années, ce qui n'avait jamais été vu dans l'histoire de l'humanité sous l'angle des niveaux de vie économiques. D'une part, on peut penser à de meilleures politiques macroéconomiques, c'est-à-dire que plus de pays s'en sortent mieux pour des choses comme la réduction de leur déficit budgétaire, l'accumulation des réserves, le fait de ne pas avoir des politiques de tout change non durables, des réformes orientées sur les marchés. On est impressionné par ce qui s'est passé en Chine, en Inde et dans beaucoup d'autres pays dans le monde entier, puisqu'ils ont tous joué un rôle. Mais il n'est pas accidentel que cette convergence dans le monde, cette réduction de la pauvreté dans le monde, ce changement historique, cette mutation se produise à un moment de mondialisation énorme, une mondialisation dans le commerce des marchandises, mondialisation dans les flux de capitaux, y compris les investissements étrangers directs, la mondialisation des idées, le fait que les gens vont à l'université et ramènent chez eux des idées, la mondialisation dans la circulation des personnes. Et on le sait partiellement parce qu'aucun pays n'a bien réussi nulle part dans le monde sans disposer d'un outil majeur, c'est-à-dire cette mondialisation extraordinaire. À l'inverse, les pays qui ont essayé de se découpler de cela s'en sont moins bien sortis dans la participation à ce miracle dont je parlais. Alors, ce n'est pas très surprenant pour les économistes parce que l'une des idées les plus anciennes dans l'économie, elle vient de Adam Smith. Ce sont les gains de la spécialisation. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter votre productivité, améliorer les choses si vous divisez la tâche, la répartissez et avec plus de personnes se répartissant des parties d'une tâche. Autre idée ancienne, celle de David Ricardo, l'avantage comparatif. C'est-à-dire que même si un pays n'est pas aussi bon qu'un autre pays à faire des choses, cela vaut la peine de se spécialiser, de faire quelque chose qui, comparativement, peut-on espérer, soit meilleur. Au fil des siècles, les économistes ont étoffé leur compréhension du commerce, la théorie du commerce nouveau avec les retours suite à l'échelle et la spécialisation, c'est-à-dire que des pays avec les mêmes dotations, les mêmes compétences peuvent quand même vouloir commercer. Et alors que nous en venons à la théorie du commerce nouveau, le progrès technologique s'ancre dans le commerce. C'est une théorie. On ne pense plus que la production dépend de facteurs fixes comme les dotations. On pense que maintenant le commerce en soi
peut conduire les pays à se spécialiser. Regardez donc les chaînes d'approvisionnement pour les micropuces et la spécialisation extrême que l'on observe dans des pays du monde entier comme les Pays-Bas ou bien la Corée du Sud et ainsi de suite. Donc on voit des montants d'innovation énormes qui viennent de cette spécialisation et de cette échelle. Now, et ça ne touche pas simplement les économies émergentes ou en développement, évidemment. Nous avons beaucoup de choses qui se passent là, mais cela touche aussi un pays tel que le mien, les États-Unis, côté exportation, puisque nous avons les emplois dans ce secteur qui sont plus rémunérateurs que dans d'autres secteurs. Un quart de la croissance de la productivité ces dernières décennies aux États-Unis qui peut être attribué au commerce mondial. Et c'est fondamental pour la croissance des salaires et pour endiguer l'inflation. Côté consommateur, le travailleur moyen gagne 25% de plus de pouvoir d'achat du commerce, justement. Il n'y a pas que les prix, vous avez les aliments, fruits, légumes, vous avez accès à toute une palette de biens et de services, vous avez accès à la qualité, à l'innovation. Maintenant, pour les consommateurs qui sont dans la tranche plus basse des revenus, eh bien, ils ont une part importante, plus importante de leurs revenus qui vient du commerce, parce que nous avons ce fractionnement au niveau des marchandises qui parfois sont produites plus loin. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Donc, si nous avons eu ces 25 années miraculeuses pour les pays en développement ou les économies émergentes, même si effectivement certains de ces pays sont moins bien lotis, et nous y reviendrons, l'avantage est toujours là, à comparer à ce qui se passe aux États-Unis. Mais simultanément, et c'est paradoxal, on constate une défiance vis-à-vis de la mondialisation qui est remise en cause et que d'aucuns voudraient mettre à mal, justement. Et là, c'est le retour du pendule. Et je vais tenter d'aborder 4 questions. Pourquoi est-ce que le commerce doit faire face à ce type de défiance? Comment est-ce que cela se présente? Qu'attendre de l'avenir proche et que faire? Premièrement, pourquoi est-ce que l'on a ces vents contraires? Et c'est la réflexion que je tente de mener. Vous avez le système politique qui ne s'aligne pas forcément sur le système économique. Alors, 2 types de raisons à ces vents contraires. Pourquoi est-ce que l'on n'aime pas quelque chose? Eh bien, parce que l'on ne comprend pas le phénomène. Et donc, partant, il vaut mieux expliquer de quoi il retourne. Et bon, nous avons cette conférence qui est retransmise partout dans le monde. Ensuite, encore faut-il avoir un auditoire pour écouter ce qui se dit. Alors, si les gens ne comprennent pas de quoi ils retournent, il faut donc expliquer ce qu'il se passe. Maintenant, les gens peuvent aussi comprendre parfaitement de quoi ils retournent, mais estimer que ce qui se passe n'est pas dans leur intérêt. Ou alors, ils s'estiment lésés. Ce peut être aussi la combinaison des 3. Vous avez les économistes d'une part, et puis ceux qui plaident pour la mondialisation à tout crin. Mais nous avons aussi les intérêts particuliers de chacun.
Certains pourraient vouloir ne pas étendre cette mondialisation parce qu'ils estiment que ce n'est pas dans leur intérêt. Alors, ça n'est pas forcément une opposition ferme, mais c'est un manque de soutien. Nous avons Nippon Steel, l'aciérie Nippon, et ce qui a été fait par rapport à l'équivalent aux États-Unis. Et même pour les plus protectionnistes, d'aucuns pensent que vous pouvez avoir un afflux d'investissement, que Nippon Steel peut s'engager vis-à-vis de ses employés et que de toute façon, il ne s'agit pas de sortir des États-Unis puisque de toute façon, ça restera aux États-Unis. L'administration et les autres candidats se positionnent résolument contre cette initiative. Nous avons aussi côté travaillistes ceux qui pensent, ou côté main-d'œuvre qui pensent qu'il serait mieux loti s'ils restaient au sein d'une entreprise américaine. Mais c'est un petit groupe de personnes qui a cet avis, peut-être au détriment d'un plus grand groupe de personnes. Si on comprend bien les enjeux. Donc, la différence entre les intérêts particuliers de certains et l'intérêt plus général. Je pourrais gloser pendant des heures sur ce type d'erreurs d'interprétation ou d'erreurs de jugement face au commerce et à la mondialisation. Mais je vais insister sur les 5 malentendus les plus répandus. Nous avons aussi la théorie qui consiste à prendre les arguments les plus forts ou les plus erronés pour les démonter. Mais nous avons aussi ceux du camp adverse qui peuvent soumettre le même type d'argumentaire. Alors, parfois, on peut penser que les argumentaires ne tiennent pas la route, mais là, ce n'est pas de ma responsabilité. Pour certains, le commerce, c'est très différent de la technologie. Vous pouvez inventer une machine, avoir des graines de soja et faire de ces graines de soja d'autres substances, mais nous en avons qui pourraient perdre leur emploi du fait de l'invention de cette machine. Mais ça ne changera rien à l'essentiel. Le commerce, c'est la même chose. Vous pouvez avoir des graines de soja dans un conteneur. Vous expédiez le conteneur vers le Japon ou vers la Corée. Et ensuite, vous importez des véhicules. Alors, il pourrait y avoir des effets sur les travailleurs, mais aussi des effets sur les consommateurs. Mais là, évidemment, l'effet ne sera pas le même. Ensuite, de fausses croyances, l'excédent qui est une bonne chose, le déficit qui est une mauvaise chose, le fait que l'on peut avoir des emplois perdus pour tel ou tel pays, mais dans ma classe de macroéconomie, qui est la plus importante en nombre d'étudiants à Harvard, j'essaie justement de faire tomber ces préjugés. Ici, j'y consacre une demi-minute, mais nous savons bien que les économistes comprennent l'importance des importations. Les exportations, évidemment, c'est autre chose, mais l'important, c'est d'avoir les importations. Pour les excédents, les déficits, vous pouvez avoir le gouvernement qui a un déficit, mais ensuite, il faut voir ce qui se passe du côté des économies ou des recettes. Vous pouvez avoir des déficits et ensuite des excédents avec certains pays, comme avec le Brésil, lorsque les
droits sont plus importants. Évidemment, c'est la Banque centrale qui décide de tout cela. Vous avez les taux d'intérêt à prendre en compte avec les arbitrages que cela suppose. Troisième idée préconçue, je n'aurais pas imaginé que cette idée l'emporte à ce point. L'idée selon laquelle les droits pourraient être la solution, alors que vous connaissez, vous savez ce que l'on dit, ne me taxez pas moi, ou alors moi je taxe quelqu'un d'autre, la personne qui se cache derrière l'arbre. De toute façon, c'est ce que fait tout le monde. Tout le monde s'arrange pour que ce soit quelqu'un d'autre qui assume les taxes. Mais pour ceux qui sont responsables des politiques extérieures aux États-Unis savent que ça ne tient pas la route. Et ces affirmations n'ont plus cours. Mais du côté de l'autre partie, d'aucuns brandissent encore ce type d'affirmation et de l'autre côté, on n'est pas disposé à revenir en arrière. Donc de toute façon, on veut protéger ceci ou cela, mais même si la protection n'est pas assurée, de toute façon, si vous infligez ces mesures à des pays tiers, il y aura quelque chose en retour. Ces pays vous infligeront les mêmes recettes, entre guillemets. Quatrièmement et cinquièmement, ce ne sont pas des idées traditionnellement présentées, mais l'idée selon laquelle on pourrait avoir des inégalités. Et là, j'aimerais m'arrêter quelques instants là-dessus. Nous avons les niveaux de commerce, la mondialisation qui contribuent à réduire sensiblement les inégalités. C'est un fait. Si vous examinez les inégalités, peu importe les frontières, vous avez 8 milliards de personnes. Si vous examinez les chiffres, vous verrez que de 1900 à 2000, nous avions des inégalités et que ces inégalités ont pu disparaître entre 2000 et 2020. Donc, en 20 ans, on a pu faire fi d'inégalités qui étaient là pendant 100 ans. Autre question. Quid des niveaux de vie des classes moyennes? Pour certains, évidemment, le niveau de vie peut augmenter. Pour d'autres, peut-être moins. Mais l'important, c'est de voir ce qui se passe du côté consommateur. Là, vous pouvez avoir des bénéfices progressivement, même si ça n'est pas réparti de manière égale. Alors, certes, il peut y avoir des inégalités dans les économies avancées du fait du commerce, mais il faut voir le contexte. Vous avez les pays anglo-saxons qui ont vu les inégalités augmenter sensiblement, bien plus que sur le continent européen. Donc, évidemment, tout dépend des institutions. Mais le commerce n'est pas le seul coupable. Pour les États-Unis, pour les pays anglo-saxons, s'il y a des inégalités, encore une fois, ça n'est pas attribuable au fait que la Chine ait rejoint le concert dont nous parlons. Et puis, le commerce, c'est délicat quand on parle d'inégalité. Vous pouvez avoir des décideurs qui travaillent de manière très rationnelle, qui peuvent utiliser certaines mesures pour réduire les inégalités. Mais aux États-Unis, si vous avez des droits de 10% sur les stylos-billes, ou si vous avez des droits de 28% sur telle ou telle marchandise, est-ce que ça va induire ce que vous voulez? Parce que
Vous pouvez aussi agir sur les sweatshirts, mais ensuite, ça aura une incidence sur le coton que l'on utilise pour fabriquer ces sweatshirts. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une manière judicieuse de réduire les inégalités. Et si vous vous centrez sur ces outils-là, vous excluez une discussion très importante sur d'autres arbitrages qui auraient peut-être été plus judicieux. Ensuite, autre affirmation qu'il faut prendre au sérieux, la résilience. Résilience et commerce, on en parle de plus en plus depuis quelques années. C'est le type de préjugé habituel. Vous n'ouvrez pas le journal pour vous assurer que 10 000 aéronefs ont atterri en toute sécurité. Non, les nouvelles dans les journaux, c'est lorsqu'il y a un accident. Encore une fois, le commerce peut avoir des effets miraculeux. Et que se serait-il passé sans le commerce? Aux États-Unis et ailleurs, en mars 2020, c'était la panique car on ne trouvait pas de masques. Et quand on pense aux travailleurs qui étaient en première ligne, qui étaient dans les hôpitaux et qui devaient utiliser leur masque plusieurs fois, bon, ça s'est produit, mais ça n'a duré que quelques semaines, mais quelques semaines seulement, parce qu'ensuite, au bout de quelques semaines, les masques sont arrivés, et ils sont arrivés aux États-Unis, mais ils étaient produits en Chine. Alors, on peut parler de chaîne d'approvisionnement. Le problème, c'était qu'on avait ces incitations pour l'achat. Mais en juin 2020, on avait 10% de biens durables de plus que avant la pandémie. Alors, même en temps de pandémie, ce fut possible. En 2021, les Américains achetaient 25% de plus de biens durables qu'en 2019, ce qui n'aurait jamais pu être possible sans la mondialisation, ce qui nous ramène à la question du déficit commercial. Donc, concentration de la production mondiale. On parle beaucoup de la Chine. Lorsque la Chine produit 90 ou 95% des marchandises, et puis quid des tensions géopolitiques, là, évidemment, on peut avoir des préoccupations légitimes, mais il ne faut pas, ce faisant, perdre de vue le tableau plus global et tout ce qu'a pu apporter la mondialisation. Donc, le commerce, ça n'est pas la technologie. Les déficits commerciaux sont mauvais, les excédents sont bons, les droits sont payés par les pays étrangers. Nous avons des inégalités et les droits, c'est la solution. Et ensuite, ce manque de résilience. Non, je crois que là, il y a malentendu. Et je crois qu'il est possible de voir les choses autrement, ce que font certains, mais lorsqu'ils ne pensent pas qu'à leur intérêt particulier. Même chose pour la liberté de mouvement ou de circulation. Moi, j'ai toujours plaidé pour ce partenariat transpacifique quand j'étais à la Maison-Blanche, mais je n'aimais pas, je n'appréciais pas certaines dispositions qui, pour moi, allaient trop loin. Et je pense que là, on avait des restrictions commerciales. Évidemment, il faut une analyse détaillée et ne pas penser qu'aux intérêts. Ce n'est pas parce qu'on dit libre échange que l'on règle tout. Parfois, certaines mesures ont un effet disproportionné. Trois remarques, et je serai bref. Pourquoi maintenant?
puisque nous avons une mondialisation qui porte ses fruits, pourquoi ce retour de balancier? Eh bien, c'est peut-être la rançon du succès. Est-ce que l'on serait dans une meilleure situation si l'on était en autarcie? Alors, bon, la Suède a tenté l'autarcie, mais finalement, au bout d'un an ou deux, les employés perdent leur emploi, n'ont rien à manger. Donc, voilà, nous avons évidemment des effets qui peuvent être négatifs. On ne peut pas comparer forcément les États-Unis à la Suède, mais nous avons aussi d'autres controverses. Pas forcément le commerce, mais l'immigration. L'immigration est hautement visible. La population née à l'étranger, en tout cas dans le monde avancé, est plus nombreuse qu'elle ne l'a jamais été, en tout cas aux États-Unis. Moi, je pense que c'est fantastique et que c'est fantastique pour la croissance de l'économie. C'est fantastique pour la productivité. Mais c'est un changement et c'est un changement qui survient très vite et c'est très concentré. Alors évidemment, on peut comprendre les préoccupations des uns et des autres à ce sujet. Donc, mondialisation au niveau des populations, mondialisation du commerce. Et puis, la fragmentation du commerce et le fossé entre les États-Unis et la Chine. La sécurité nationale est toujours invoquée quand on parle de commerce. Je parle des aciéries japonaises qui veulent acquérir des aciéries américaines et on veut bloquer ce type d'acquisition, ce qui est absurde quand on parle d'alliés. Ça a été dit par l'administration Biden. Encore une fois, si on travaille avec des alliés, où est le problème? Mais ça n'est pas parce qu'un argument ne tient pas la route qu'aucun argument ne tient la route. On peut avoir des restrictions du commerce avec la Russie, évidemment. On veut aussi... bon, on peut parler de déficit commercial, on peut parler des travailleurs, mais là, on parle de la Russie, de l'Ukraine. Et de toute façon, il y a les coûts pour les États-Unis, mais le gouvernement, et je pense que c'est une décision raisonnable, estime qu'il vaut la peine d'assumer ce coût dans l'intérêt de la sécurité nationale. Pour la Chine, c'est différent parce que nous avons toutes sortes d'arguments qui sont présentés. C'est pour l'emploi, c'est pour éviter le déficit budgétaire. Mais là, on tombe dans l'irrationnel parce que si vous voyez que ces restrictions commerciales ont un coût, alors quel est l'avantage? Et si vous dites qu'il y a un avantage, pourquoi vous limitez à quelques restrictions commerciales? Et puis moi, je vis aux États-Unis et je vois ce qui s'y passe dans les économies émergentes, dans les pays en développement qui bénéficient le plus de la mondialisation. On voit aussi ce retour de balancier. Et c'est assez fort pour un certain nombre de raisons. J'en évoquerai quelques-unes. Nous avons aussi certains pays qui ne montrent pas le bon exemple, si je puis dire, puisque ces pays poursuivent certains intérêts. Alors évidemment, il est toujours tentant de dire que avant, dans le passé, c'était mieux que maintenant.
Moi, tout au long de ma carrière, c'est le type d'argument que j'ai entendu. Mais vous savez, la mondialisation, ce peut être une belle orchidée. Cela dit, vous savez, une orchidée, il faut bien s'en occuper aussi. Une orchidée, c'est fragile, mais nous avons aussi tous les avantages à tirer de la mondialisation et du commerce. Alors, est-ce que vous souhaitez avoir une belle orchidée ou alors une fleur peut-être moins belle, mais plus résistante? D'aucuns parlent de démondialisation, de réduire les volumes. Mais attention, si nous prenons le cas des États-Unis et de la Chine, s'il y a moins de commerce, eh bien, le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde vont s'engouffrer dans la brèche. Et là, il y a des chances à saisir pour les puissances de taille intermédiaire au niveau de la production, au niveau de la spécialisation. Et là, il y a des places à prendre en termes de concurrence, de négociation. Donc non, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de la mondialisation, loin s'en faut, parce que la mondialisation, elle est elle-même résiliente. À nous d'en tirer davantage. Et ensuite, quelques idées que je vous suggère au débeauté. Que peut-on faire concrètement? Eh bien, moi, j'ai foi dans les idées. Nous avons un retour de balancier, mais qui dit retour de balancier dit confusion. C'est la confusion qui règne. Donc, il faut expliquer le phénomène et il faut essayer de se débarrasser des idées préconçues. Alors évidemment, moi je ne suis pas objectif parce que moi je fais tout pour faire circuler ces idées, mais enfin c'est comme cela que cela fonctionne. Deuxièmement, nous avons d'autres pays. Il n'y a pas que les États-Unis ou la Chine. On l'a dit hier, certains pays peuvent négocier entre eux de meilleurs accords et de meilleurs accords aussi avec les États-Unis, avec la Chine. Et bon, cela dit, nous n'avancerons pas si les États-Unis et la Chine n'avancent pas. Je vous ai parlé de ce qui se passe aux États-Unis, mais la Chine n'est pas une blanche colombe non plus. Nous avons toutes ces restrictions qui sont imposées et qui sont préjudiciables. Mais vous savez que s'il y a problème, le problème ne vient pas que de l'une des parties. Elle vient des deux parties. Maintenant, pour ces intérêts de sécurité nationale, puisque c'est toujours ce que l'on invoque, il faut voir quels sont les avantages et les inconvénients et arrêter de dire qu'il n'y a que des avantages à cela. Ensuite, il faut voir à quel secteur cela s'applique, à quel secteur d'activité et voir aussi quelles pourraient être les limites posées. Enfin, l'OMC joue un rôle de plus en plus important. Moi, évidemment, je serais ravie si c'était l'unanimité, mais évidemment, on ne va pas placer ses œufs dans le même panier. Donc, nous avons le plurilatéralisme, comme on l'appelle, ceux qui se rallient à tel ou tel groupe, ceux qui dirigent ou qui induisent l'initiative. Mais je pense qu'il faut arrêter de s'excuser quand on parle de mondialisation. Bon, il y a peut-être des inconvénients, surtout pour ceux qui n'en font pas partie, mais je pense que les historiens eux prendront du recul, bon, inégalité, mais aussi des économies qui avancent, une pauvreté qui se réduit, des niveaux de vie qui s'améliorent. Et je crois qu'on peut faire davantage encore. Et je pense que c'est là l'occasion d'entamer cette discussion. Merci.
Thank you so much. Merci infiniment, Jason, pour ce cours absolument magistral. J'aurais bien aimé être étudiante, à vous écouter disserter sur les principes économiques. D'ailleurs, avant de prier Madame la directrice générale de réagir brièvement à ce que vous venez de dire, j'aimerais dire que depuis le début du forum public hier, j'ai eu 24 heures pour voir les conversations ici et dans les autres salles, pas à propos de la théorie, mais à propos de la logique, de la base des chiffres. Et Jason, avec votre cours magistral, c'est aussi une démonstration qui vient à point nommé, donc merci. Madame la directrice générale, je m'adresse brièvement à vous. Alors, Jason utilisait l'analogie, disant que la mondialisation n'est pas l'orchidée, mais le pissenlit qui ne cesse de repousser. Vous avez aussi une autre analogie qui utilise un proverbe, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je voulais quand même contrôler avec vous comment se porte ce bébé. Eh bien, le bébé fait ses dents. Pour toute maman qui a eu un bébé, quand il fait ses dents, la maman ne dort pas très bien. Mais bon, le bébé est toujours là, il se porte bien. Je remercie vraiment Jason de ce cours. Je suis ravie que vous soyez venu parce que je trouve que la façon rationnelle dont vous avez abordé la question, cher professeur, de la mondialisation était intéressante. C'est-à-dire que on n'est pas en train d'en faire... d'en chanter les louanges complètement, mais on en parle de façon factuelle et cela m'a beaucoup intriguée. Et vous n'étiez pas sur la défensive dans ce discours sur la mondialisation. Et je trouve que c'est plus facile que quelqu'un qui est dans les souliers de Jason puisse faire l'argumentaire montrant qu'effectivement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est plus facile d'avoir quelqu'un comme lui que d'avoir quelqu'un à l'OMC qui le fasse. Ce qu'a dit Jason, c'est recueilli dans les 2 ou 3 derniers rapports sur le commerce mondial de l'OMC, fait par nos soins. Et je tiens absolument à remercier l'équipe de l'OMC, du secrétariat, qui a fait un travail magnifique pour ces rapports. Ces rapports étoffent justement les arguments de Jason. Jason s'est exprimé de façon éloquente et élégante. Et cela était finalement notre raisonnement, à savoir que la mondialisation, c'est dommage d'oublier que ceux qui ont pris la décision de créer le système commercial multilatéral, du fait qu'ils pensaient qu'effectivement il allait rendre les fruits du commerce, qu'on l'ait oublié, et c'est bien de s'en souvenir. Donc je suis d'accord. J'ai adoré votre expression d'arguments intellectuellement incohérents. Et je suis aussi d'accord, la mondialisation, c'est plus le pissenlit que l'orchidée, parce que c'est vraiment dans l'intérêt des nations, finalement, de chacune des nations. Ça fait du sens au plan économique que de pouvoir commercer. Voilà, donc en bref, nous sommes absolument d'accord avec les arguments du professeur Foreman, ce qui ne signifie pas que nous sachions comment gérer, au fond, les types d'arguments évoqués tout à l'heure, comment les gérer, les contrer sans sembler être sur la défensive. Comment savoir combattre l'intérêt égoïste qui semble se manifester dans certains de ces arguments. Ça, c'est peut-être un problème. Autre problème à traiter aussi, je pense qu'il faut sincèrement faire l'aveu que tous n'ont pas participé au gain du commerce. Et je pense que Jason en a parlé. C'est pourquoi nous avons réalisé ce troisième rapport sur le commerce mondial pour le reconnaître. Ce n'est pas la solution magique pour tous. Beaucoup de pays en développement vous diront, nous n'en avons pas profité. C'est incroyable que certains d'entre eux qui n'ont pas profité y croient tout de même encore. Et la foi, ils recherchent des réponses pour que le système commercial leur offre des avantages, que l'OMC leur fournisse des solutions. Donc il faut prêter une oreille attentive et voir comment faire meilleur usage du commerce pour ceux pour qui ça n'a pas fonctionné aussi bien par le passé. Merci beaucoup. Nous avons compris que 2 tiers des membres de l'OMC sont des pays en développement, comme
Vous l'avez dit, cela illustre le propos. Bien, nous allons maintenant écouter les questions du public. Les tarifs unilatéraux, ces droits de douane unilatéraux, cela retentit dans les couloirs, autour des machines à café de l'OMC. Chez vous, comment voyez-vous ce phénomène? Et qu'est-ce que cela signifie en particulier pour un système commercial international comme l'OMC? Comment pouvez-vous surmonter cette discussion qui est dans l'immédiateté? Jason peut-être d'abord, puis Madame la directrice générale. Professeur Foreman, merci. Bon. Il y a des circonstances particulières très très rares dans lesquelles ça pourrait être logique. Par exemple, un problème de sécurité nationale. Mais c'est pourquoi il est vraiment très important de les délimiter, de les circonscrire, de les expliquer et ne pas dépasser cette frontière circonscrite. Quand vous parlez de droits de douane généralisés dans le monde entier, l'argument macroéconomique dit que ça ne fait pas de sens. L'argument macroéconomique ou microéconomique dit que ça ne fait pas de sens. Et les dommages que cela cause au système commercial mondial sont très réels. Avoir des principes très limités qui limitent ce type d'action unilatérale. En fait, les négociations, ce n'est pas curieux au plan multilatéral parce que quand on réduit son propre tarif, c'est une concession que l'on fait pour que l'autre pays fasse une chose qui est dans son propre intérêt, réduire ses droits de douane. Donc, on peut être parfois un petit peu perplexe, mais c'est plus intéressant qu'on y pense. Alors, effectivement, dit la directrice générale, à l'OMC, nous devons justement traiter de cette question de sécurité nationale. Alors que nous réformons le système de règlement des différends, je vois que Madame l'ambassadrice Oucha est assise en face. Elle est responsable de la prise en main de ces négociations. C'est justement un domaine qui est épineux et que nous devons traiter. Je dois dire que chaque pays connaît bien ses intérêts de sécurité nationale. On ne peut pas les définir à leur place. Mais c'est aussi un peu facile de brandir l'argument de la sécurité nationale. C'est une pente glissante. Moi, je viens d'un pays en développement. La santé, c'est une question de sécurité nationale. L'éducation, c'est un problème de sécurité nationale. On peut définir différents types de sujets comme relevant de la sécurité nationale. C'est pourquoi, comme le disait Jason, je dirais aussi qu'il faut circonscrire ceci, le définir sérieusement pour que chacun voit de façon transparente pourquoi il est important que des exceptions spéciales soient ménagées pour cela. La conversation sera ardue, mais elle est rationnelle, elle devrait l'être. Deuxièmement, pour ce qui est des droits de douane, les actions unilatérales, etc., on a déjà regardé ce film. Hein? Vous aviez la loi Smoot-Hawley des années 20, ça n'a pas marché. Il faut réfléchir attentivement avant de replonger dans une époque où on élève des barrières douanières contre les autres et où tout le monde en sort perdant finalement. Il faut réfléchir à deux fois. Et troisièmement, on a fait des modélisations économiques et on voit que ça mène à la fragmentation. Ces actions unilatérales fragmentent. On l'a modélisé à l'OMC, tout comme au FMI. On a modélisé ce qui se passerait si ces actions en chaîne résultaient en deux blocs commerciaux. Quel serait le résultat? Il y aurait perte réelle du PIB à long terme, du PIB mondial. Il y aurait des pertes à long terme de 5% du PIB dans le monde. C'est 5% le chiffre qui a été obtenu par nos économistes et d'autres d'ailleurs ont un chiffre plus élevé. Donc attention vraiment avant d'agir de cette façon. Madame Roy intervient. En rapport avec ce que vous disiez, au nom de la sécurité nationale, on voit brandir la politique industrielle et d'autres sujets aussi. Alors, je sais qu'un débat a lieu ici et ailleurs, dans d'autres enceintes. Madame la directrice générale, qu'en pensez-vous? Écoutez, à l'époque, quand j'étais étudiante, politique industrielle, c'était pas très populaire comme notion. Je ne sais pas pour vous, professeur, mais à mon époque, ce n'était pas
quelque chose qui était très apprécié. Ce n'est pas ça qu'on enseignait. Mais enfin, il n'y a pas lieu de se dire qu'il ne faut pas utiliser certaines mesures au plan idéologique. Nous savons bien que certains types de subventions peuvent être utiles pour la recherche, pour l'innovation, quand c'est appliqué de façon particulière, cela peut fonctionner. Et je crois qu'à l'OMC, il faut se demander comment appliquer ces subventions, mais nous avons justement à l'OMC des règles très claires sur les types d'approches concernant ces politiques publiques-là. Donc il faut être aussi très circonspect dans l'abord de la question. Puis-je intervenir, dit le professeur? Oui. Merci. Ce que nous avons fait aux États-Unis, au niveau de la loi sur les puces, ce qui a été fait sur le changement climatique, sur l'infrastructure, ça, ce sont des bonnes choses. Et moi, j'en suis partisan. Mais tous les arguments sous-tendant ces lois n'ont pas été très bons. Ce qui revient à la question des concessions du style « si vous faites plus une chose, vous faites moins une chose », et il faut comparer quels sont les coûts et avantages et pas faire semblant que c'est uniquement avantageux. Deuxièmement, il faut faire une distinction. Prenons le climat. Si les États-Unis font plus de subventions, ça crée des défis pour le restant du monde, mais si le fait est que d'autres pays donnent plus de subventions, si vous avez plus d'externalités sur les prix avec le carbone, c'est une course malheureuse. Les exigences de teneur locale sont un beaucoup plus gros problème. Pour contrer le changement climatique, il va falloir, et on importe d'ailleurs, des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes, et toute tentative de limiter ceci, ça c'est beaucoup plus problématique et beaucoup plus malheureux comme type de politique industrielle. Donc je dirais que dans certains cas bien ciblés, cela peut fonctionner, cela peut faire du sens, tandis que il faut savoir être extrêmement limité et être très nerveux et surtout ne pas être très enthousiaste. Certaines actions, oui, font du sens, mais il faut des principes de limitation qui s'appliquent comme en avoir besoin pour la sécurité nationale. La directrice générale intervient. Oui, cela vaudrait la peine qu'à l'OMC, on ait une meilleure appréhension de la catégorie des subventions qui sont bonnes et quelles seraient les limites, justement. Vous lisiez, Jason, les pays en développement ont très peu de marge de manœuvre au plan budgétaire pour être en concurrence. Et si on arrive à cette course aux subventions, ils vont être en peloton de queue. Et il y aura du scepticisme. Ce n'est pas idéologique. Nous pensons que le changement climatique, c'est une menace existentielle. Nous devons trouver des instruments pour obtenir des émissions nettes zéro pour 2050, etc., y compris par le commerce. Mais il faut songer aux limites et il faut surtout veiller à ce que personne ne soit à la traîne et en queue de peloton. Écoutez, merci. Nous avons très peu de temps. Nous avons peut-être une question et demie à entendre. Puis-je avoir l'honneur de poser la question? Nous disions que 2/3 des membres de l'OMC sont des pays en développement. Or, nous le voyons, l'OMC s'enlise du fait de problèmes géopolitiques au-delà du contrôle de l'OMC. Il y a aussi des idées préconçues. Est-ce que l'OMC va pouvoir mettre en œuvre certains consensus lors de précédentes conférences ministérielles? Madame la directrice générale, j'ai été témoin du dur labeur que vous avez abattu, vous et vos collègues à la CM13. Dites-nous quelles sont les dernières évolutions, comment pouvons-nous faire avancer les choses? Professeur Foreman, veuillez également, s'il vous plaît, en tant qu'économiste, illustrer comment les autres parties prenantes pourraient contribuer. Merci. Madame la directrice générale intervient. Parler de pays en développement à l'OMC, c'est aussi entouré de controverses, voyez-vous, parce que c'est une organisation où les membres peuvent s'auto-décrire en tant que pays en développement ou pays développé. C'est inhabituel. Je voulais tout de même le dire en avant-propos. Cela étant, puisque vous posiez la question de la CM13, je dirais que il y a eu plusieurs succès remportés à la CM13. Pas autant qu'on l'aurait souhaité, mais on a eu un succès, par exemple, pour les pays les moins avancés.
Nous en sommes très très fiers et je tiens à remercier les membres qui ont su se fédérer autour d'un consensus, d'une organisation consensuelle pour appuyer une période de transition pour les pays les moins avancés, afin que pendant cette période, ils puissent tout de même toujours profiter des avantages, de certains avantages, disons, après leur reclassement du statut de pays moins avancé. Car leur octroyer cette période de transition, afin d'éviter qu'ils ne retombent dans la catégorie PMA, c'est important. On a accepté cela après des années et des années de débats. Ça, c'est un exemple. On a augmenté le moratoire visant à ne pas facturer de taxes sur les transactions électroniques. Et je remercie l'ambassadeur qui a présidé ceci. Je me félicite du programme de travail accompli. Nous avons admis 2 nouveaux membres, voyez-vous. Donc voilà, plusieurs succès ont caractérisé la CM13, mais il y a eu quelques sentiments de déception. Nous n'avons pas pu boucler la deuxième partie de l'accord sur les subventions à la pêche. Un accord plurilatéral de 125 membres sur la facilitation des investissements pour le développement, dont ont besoin beaucoup de pays pour attirer l'investissement étranger direct, n'ont pas été conclus. Donc tout est maintenant sur le métier à Genève. Il y a beaucoup d'appétit des membres à compléter ceci d'ici la fin de l'année. Et on essaie justement d'aider en appuyant comme on peut. Merci beaucoup, madame. Jason, le monde a le regard tourné sur cette conférence d'ouverture. Professeur, allez-y. Dans mes remarques, je parlais d'inégalité aux États-Unis, comme quoi il pourrait y avoir un peu de vérité à ce que le commerce contribue aux inégalités, mais les restrictions commerciales peuvent être une mauvaise façon d'en traiter. Et se soucier par trop de cela peut évincer les meilleures façons de régler ceci. Ceci est analogue à la situation suivante. Lorsque les pays en développement accusent l'inéquité du système commercial mondial, accusent les économies avancées pour le fait qu'eux n'ont pas autant participé au succès que d'autres pays. Et lorsqu'ils se sentent laissés à la traîne du système mondial, on peut dire qu'il y a un peu de vérité à ces arguments invoqués, mais la marge de manœuvre d'action est assez réduite. Si ceci évince la création de construction de meilleurs ports, d'avoir de meilleures réglementations, de meilleures politiques macroéconomiques ou de change, ce qui est nécessaire pour réussir dans le commerce mondial, alors ces griefs-là auront très peu d'insistance sur le commerce mondial, mais un gros effet sur vos propres institutions et vos propres politiques. Donc, il faut toujours faire ce jeu d'équilibrisme et se dire, bon, 90% de ce qu'on peut faire comme pays, c'est prendre pour acquis le système du monde d'aujourd'hui, maximiser les choses, en profiter. Et ceux qui ont choisi cette voie ont énormément prospéré et ils s'en sont très, très bien sortis. Et les 10% se disent, bon, le système mondial n'est pas parfaitement conçu, nous devons avoir une voie, nous devons améliorer les choses, mais ne laissez pas ces 10% évincer les politiques nationales plus importantes. Il ne faut pas que les conversations sur les politiques nationales étouffent ces voies pour améliorer le système. Pas du tout, il faut l'améliorer simplement. Il ne faut pas juste se dire que tout dépend de cela. La directrice générale intervient. J'ai laissé pour la fin un argument très important. Je sais que les gens sont à l'écoute. L'une des grandes réformes à l'OMC, bien sûr, c'est la réforme de notre système de règlement des différends qui n'a pas été terminée à la CM13. Sachez que nous sommes à pied d'œuvre. Nous avons reçu un mandat ministériel demandant un résultat. Je dirais aussi que, attention, il ne faut pas croire que tout dysfonctionne et que tout est bloqué, pas du tout. Je voudrais que les auditeurs reliés en ligne le comprennent. Le système des groupes spéciaux fonctionne bien. Actuellement, 8 différends sont en traitement. Nous sommes beaucoup plus créatifs car les membres dialoguent les uns avec les autres aujourd'hui pour résorber ces différends sans passer par toute la procédure. Mais c'est vrai qu'il faut accepter de réformer la deuxième instance, donc l'organe d'appel. Cette réforme est en cours et nous espérons que nous pourrons donner un résultat là-dessus. Et je finirai en disant, écoutez,
nous avons fait l'aveu que certains pourraient profiter davantage de la mondialisation. C'est pourquoi nous avons trouvé ce concept visant à réimaginer la mondialisation, comment la revoir, la refondre pour faire plus, pour que ceux qui sont sur le banc de touche puissent être réinclus. On a cette question de l'inclusion. Alors, les chaînes d'approvisionnement ont très bien marché. Jason en parlait. Cependant, si nous voulons donner plus de résilience à tous, faut-il le faire simplement en réattirant chez nous ces chaînes d'approvisionnement, chez nous, nations individuelles, ou ne faut-il pas tourner le regard vers ailleurs pour que cela soit localisé justement dans les pays qui n'en ont pas assez profité, à condition qu'ils aient le bon environnement économique et d'affaires, et parce que faire affaire, ce n'est pas à but non lucratif. Nous pensons qu'il y a beaucoup de pays susceptibles d'attirer ces chaînes d'approvisionnement résilientes. Prenez les régions pauvres laissées en arrière par la technologie, par le commerce, dans les pays riches. Ils peuvent aussi attirer ces chaînes d'approvisionnement. Donc on essaye de refondre la façon de mondialiser différemment, en s'impliquant avec la communauté d'affaires, en voyant comment elle réorganise les chaînes d'approvisionnement, en encourageant les membres. Et d'ailleurs, certaines choses fonctionnent. Les minéraux critiques, retournent les extraits des pays en développement, de les transformer ailleurs, transformons sur place pour créer de l'emploi et encourager le commerce. Merci. Bon, il y a du pain sur la planche. Voilà, nous sommes presque à l'heure. L'équipe de l'OMC me rappelle que le créneau est sur le point de se finir. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il est important que le public comprenne bien les choses. Pourquoi y a-t-il une conférence d'ouverture le deuxième jour du forum? Je me posais la question. Et l'équipe de l'OMC me l'a expliqué. Très bien. Pour la première fois, ils voulaient que plus de voix soient entendues, ils voulaient que plus d'opinions soient collectées, et qu'il y ait plus d'argumentaires présentés au podium. Voilà. Nous avons entendu des voix de tous les coins du monde et merci d'être venus ce matin.